Quatrième texte de cette récolte d'automne, jeudi 23 décembre 1999. Pour la première fois, il se retrouvait seul dans la ferme, sans le moindre bruit de bête ni de qui que ce soit, pas le moindre signe de vie. Pourtant, dans ces murs, la vie avait toujours dominé. Les Fabriers y avaient vécu durant 4 générations. Et c'est dans cette ferme que lui-même avait grandi avec ses 3 sœurs, 3 lumineuses flamèches dissemblables et franches qui égayaient tout. L'enfance était éteinte depuis longtemps. Elle avait été faite de rires et de jeux entre assemblées et grands rendez-vous de l'été pour les récoltes de tabac et de safran. Puis les sœurs étaient parties vers d'autres horizons, toutes en ville. Il n'y avait rien de triste ni de maléfique là-dedans. Après leur départ, il n'avait plus été que 4 sur tout le coteau, Alexandre et ses parents, et l'autre vieux fou auprès de son bois, ce Cressac qu'on tenait à distance. Mais aujourd'hui, Alexandre était le seul à vivre au sommet des prairies. Cressac était mort, et les parents avaient quitté la ferme. Ce soir-là, Alexandre traîna les sacs d'engrais de la vieille grange jusqu'au nouveau bâtiment de mise en quarantaine. Ensuite, suivant toujours les plans d'Anton, il révisa les mortiers, le fioul. À présent, tout était prêt. Avant de rentrer à la ferme, il alla jeter un œil dans la vallée, à l'affût du moindre signe, du moindre bruit. Le vent était fort, alors il s'avança plus encore. Avec ces rafales venues de l'ouest, lui revenaient des éclats d'explosion et le fracas des foreuses. Surgi de l'enfer à près de 50 kilomètres de là. C'était atroce ce bruit. À chaque fois qu'il le reprenait, ça faisait comme une immense perceuse vrillant depuis le fond de l'espace. Un astéroïde assourdissant qui aurait fondu sur la Terre pour venir s'écraser là. En repartant vers la ferme, il se demanda si les gendarmes n'étaient pas en planque de l'autre côté du vallon, au-delà des pans de terre rasés. Peut-être que depuis hier, il l'observait en attendant d'intervenir. Il regarda bien, ne décela pas la moindre lueur, pas le moindre mouvement, rien. Il était sûr, cependant, d'avoir été repéré hier soir, pas par la caméra en haut du poteau blanc, mais la petite, au-dessus de la barrière du chantier, même s'il avait fait gaffe en prenant le détonateur, après avoir mis de la toile de jute sous ses semelles, comme Xabi le lui avait dit. La centrale à béton était paumée, en plein territoire calcaire, à des kilomètres de toute habitation. Néanmoins, il faudrait qu'il y retourne, d'autant qu'à cause de ces vents forts, le chantier serait fermé toute une semaine. Ça lui laisserait largement le temps de retirer la bande de la caméra, d'en vérifier l'angle, pour sauter toute angoisse et de faire ça, calmement. Alexandre s'assit à la grande table, posa ses coudes, comme si on venait de lui servir un verre, sinon que devant lui il n'y avait rien d'autre que ce panier à fruits toujours désolant en hiver. Il prit 2 noix, les cala l'une contre l'autre dans sa paume, et il n'eut même pas besoin de serrer fort pour qu'elles se disloquent dans un bruit retentissant. Chaque vie se tient à l'écart de ce qu'elle aurait pu être. À peu de choses près, tout aurait pu se jouer autrement. Alexandre repensait souvent à Constance, à ce qu'aurait été sa vie s'ils ne s'étaient jamais rencontrés, ou s'il l'avait suivie dans sa manie de voyager, de courir le monde et de toujours bouger. À coup sûr, il n'en aurait pas été là. Mais il ne regrettait rien. De toute façon, il n'aimait pas les voyages. Samedi 3 juillet 1976. C'était bien la première fois que la nature tapait du poing sur la table. Depuis Noël, il ne pleuvait plus, la sécheresse raidissait la terre et agenouillait le pays. À cela s'était ajoutée de fortes chaleurs en juin.
Au fil des coteaux, les prairies s'asphyxiaient, les vaches broutaient les ombres en lançant des regards qui disaient la peur. Depuis que la canicule essorait les corps au Bertrange, le journal télévisé de 20 heures était devenu plus important que jamais. Pour Alexandre, tous ces reportages sur la vague de chaleur, c'était l'opportunité de voir des tas de jeunes femmes en jupe ou en bikini, des images le plus souvent filmées à Paris, des filles court vêtues, marchant dans la ville, d'autres se prélassant dans des squares ou à des terrasses, et certaines même seins nus autour d'un plan d'eau. Du haut de ses 15 ans, c'était assez irréel. Quant à ses sœurs, elles contemplaient ce monde tant désiré, ces rues grouillantes, ces trottoirs pleins de cafés, de terrasses aux allures de Saint-Tropez, pensant que c'était là l'exact opposé de l'ennui. Au moins, cette chaleur était-elle l'occasion d'une gigantesque communion vestimentaire de la nation, car en ville, comme au Bertrange, on ne craignait pas de déboutonner la chemise ou d'aller torse nu. Pour beaucoup, cette fournaise extravagante provenait des essais atomiques et de toutes les centrales nucléaires qui poussaient en Angleterre, en France, en Russie, des bouilloires démentes qui ébouillantaient le ciel et cuisaient les fleuves. Pour le père, cette vague de feu venait plutôt des stations spatiales que Russes et Américains balançaient dans l'espace, des usines flottant là-haut dans le ciel et qui devaient agacer le soleil. Le monde devenait fou. La mère, elle, ne jurait que par le commandant Cousteau. En vieux Père Noël grincheux, celui-ci accusait le progrès, les pollutions industrielles, alors que, franchement, on ne voyait pas bien le rapport entre la fumée des usines et les nuits de feu au Bertrange. À la télé, comme partout, chacun y allait de ses superstitions. Et la seule réponse concrète qui s'offrait face à cette canicule, c'était les montagnes de ventilateurs Calor à l'entrée du Mammouth, avec en prime le tang et les glaces qui me poussent, signe que ce monde était tout de même porteur d'espoir. Sans vouloir jouer les ancêtres, les grands-parents rappelaient que lors de la sécheresse de 1921, les paysans de la vallée avaient fait dire une messe. À l'époque, tous avaient cuit au fil d'un office de 2 heures célébré sous le soleil en plein champ. N'empêche que 3 jours après, la pluie était de retour. Seulement, en 1976, Dieu n'était plus joignable, et parce qu'il n'y avait plus de curé à l'église de Saint-Clair et que sans intercesseur, les cierges brûlés à la Saint-Médard n'avaient pas eu le moindre effet. Aucune goutte n'était tombée. Le soir, à la météo, ils affichaient un soleil géant sur la carte de France, et puis des éclairs jaunes, comme dans les bandes dessinées, des orages qu'on ne voyait jamais en vrai, preuve du prodigieux décalage qui existait entre la télévision de Paris et le monde d'ici. Dimanche 4 juillet 1976. Le père avait descendu les bêtes sur les terres d'en bas, chez Lucienne et Louis. Pourtant, ce n'est jamais bon de laisser les vaches boire au fil de la rivière. Les bêtes se froissent les pattes sur les rives, ou bien elles chopent la doue ou se refilent la tuberculose. Mais depuis leur pavillon tout neuf, les grands-parents gardaient un œil sur le cheptel. Lucienne et Louis venaient de laisser l'ancienne ferme d'en haut aux enfants. Bien qu'ayant atteint l'âge de la retraite, ils ne décrochaient pas totalement pour autant. À 65 ans, ils s'estimaient encore capables de travailler les terres limoneuses de la vallée et faire du maraîchage. D'autant que l'ouverture du Mammouth offrait de beaux débouchés pour les légumes en vrac. Ce dimanche 4 juillet était une journée cruciale au Bertrange. Pour la dernière fois, on plantait du safran. Avec cette chaleur, on était sûr que les bulbes ne pourriraient pas. Une fois en terre, les crocus ne s'abîmeraient pas à cause de l'humidité. Au contraire, ils continueraient de dormir bien au chaud pour se réveiller aux premières pluies à l'autre bout de l'été. Chez les fabriers, cette dernière récolte était vécue comme un changement d'époque. Depuis que l'or rouge s'importait d'Iran, d'Inde et du Maroc pour 10 fois moins cher, ces cultures n'étaient plus rentables.
En France, la main-d'œuvre pour travailler un demi-hectare de ces fleurs-là était devenue trop chère. Même en famille, ça ne valait plus le coup de passer des journées entières à les cueillir, les émonder assis autour d'une table. Le père et la mère, à la ferme, avaient bien conscience de ce qui se jouait là. Les bulbes vivant 5 ans, ils les plantaient, avec la certitude que durant 5 ans encore, les enfants seraient là, que durant 5 ans, le temps ne passerait pas. Car ce dernier safran, c'était surtout pour ne pas trop brusquer Lucienne et Louis. De même qu'on maintenait aussi l'huile de noix, ces activités qui meublaient les veillées à l'époque où il n'y avait pas de télé. Pour la dernière fois, au Bertrange, 3 générations s'affairaient dans le même mouvement. À 16 ans révolus, Caroline était l'aînée. À sa manie de s'épousseter sans cesse, on sentait qu'elle avait déjà pris ses distances avec ce monde-là. Vanessa n'avait que 11 ans, mais elle gardait tout le temps son instamatique en bandoulière et regardait dedans toutes les 2 minutes pour voir la photo que ça ferait si elle appuyait. Si bien qu'elle n'aidait pas vraiment. À 6 ans, la petite Agathe n'était encore qu'une gamine et les parents la reprenaient sans arrêt parce qu'elle mettait le bulbe à l'envers. Alexandre, par contre, s'activait à tous les postes. La veille, il avait préparé le sol, et maintenant, plus de planter, il allait chercher de nouvelles cagettes au fur et à mesure que les uns et les autres avaient fini de vider les leurs. Pour l'occasion, Lucienne et Louis avaient quitté le pavillon qui venait de faire construire dans la vallée, un F4 avec salle de bain, perron et odeur de pâture. En paysans dépositaires de gestes millénaires, ils savaient que ces gestes-là, demain, ne se feraient plus. Les terres des Bertrange étaient dans la famille de Lucienne depuis 4 générations, mais maintenant tout semblait incertain. Caroline parlait de faire des études à Toulouse pour devenir prof. Vanessa ne rêvait que de photos et de Paris. Quant à Agathe, pas de doute qu'elle suivrait ses sœurs. Par chance, Alexandre n'avait pas ces idées-là. En plus d'être au lycée agricole, il aimait la terre, sans quoi ça aurait été une damnation pour la famille. Ça aurait signé la mise à mort de ses terres, de ses vaches, de ses bois, et l'abandon de tout un domaine de 50 hectares plus 10 de bois. Alexandre n'en parlait pas, mais une pression folle pesait sur ses épaules. Et si les filles se sentaient libres d'envisager leur vie ailleurs, elles le devaient à leurs frères. Il se préparait à être le fils sacrificiel, celui qui endosserait le fardeau de la pérennisation. Je viens de vous lire les premières pages d'un livre intitulé Nature humaine de Serge Joncourt. Alors, c'est un livre qui est une sorte de fresque sociale, humaine de la France de la dernière partie du XXe siècle. Cette France qui est aux prises avec des changements et des accélérations très rapides, vue à travers le prisme d'une famille de paysans installés dans le Lot depuis des générations et dont le dernier, enfin on peut le supposer, représentant Alexandre, qui est né en 1961, je crois, c'est l'âge d'ailleurs de Serge Joncourt, qui va donc traverser ces dernières décennies du siècle en essayant de préserver sa propriété à travers les multiples secousses, transformations. C'est comme s'il était, lui, au cœur d'un changement de civilisation. C'est un livre passionnant pour ces raisons-là. Et c'est une sorte de radiographie de la France rurale contemporaine. Voilà. Voilà, je vous ai donc lu 4 livres très différents et qui reflètent la diversité des expériences humaines. Je les ai choisis justement pour ces temps de confinement, de séparation que nous vivons les uns des autres, ces temps de gestes barrières, justement parce que la littérature, je crois que c'est Toni Morrison, l'écrivain noire américaine, qui disait que la littérature lui permettait de franchir
le mur qui la sépare des autres êtres humains. Voilà, donc bon voyage au cœur de l'expérience humaine. Merci. Au revoir.